Et coucou. Alors, on se retrouve là le mercredi 28 mars pour répondre à cette 12e question déjà. À quelle vitesse a-t-on bénéfice à marcher en côte? Ah, alors ça c'est Quentin Desfontaines qui me l'a posé sur Strava. Bon, quand je regarde son Strava là où il habite, je pense que Quentin, les côtes, il en voit pas beaucoup et c'est bien dommage. Mais pour les rares fois où il ira dans les Alpes, eh ben, on va essayer de l'orienter au mieux. Alors, allez, avant d'attaquer quand même, je le rappelle, pour me poser les questions, bon, j'en ai un stock assez conséquent, mais n'hésite pas. C'est hugo.ferrari@laposte.net. Tu vois, une adresse très professionnelle hein, avec laposte.net. Mais bon. Donc allez, on est parti pour la question. Tu vois, à quelle vitesse on a bénéfice à marcher en côte? Parce que c'est vrai que nous, on pratique le trail running, donc c'est courir un peu partout dans la nature. Alors parfois sur le goudron, parfois sur une piste forestière, parfois sur un single technique, parfois sur une arête à 2500 mètres d'altitude. Voilà, parce que bon, le trail, en grosso modo, ce que c'est courir un peu partout. Mais, tu l'as sans doute remarqué, si tu es allé un petit peu en montagne, il y a un moment où tu n'arrives plus à courir parce que t'es fatigué, parce que c'est raide, parce que le terrain est glissant, parce que ceci, parce que cela. Alors, nous, d'un point de vue performance, on va essayer de voir à quel moment il faut se dire ok, stop, là je ne me force plus à courir, je vais passer sur une belle marche ample. Alors, c'est une vaste question. Parce que, comme d'habitude, tu vois, c'est ça que j'adore, il n'y a pas de réponse miracle. C'est pas. Par exemple, souvent, on entend la règle. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Alors, ça marche à peu près bien, mais ça va dépendre. On va voir de plusieurs paramètres. Au-delà de 20%, il faut marcher. Oui. Pourquoi pas? Écoute, quand t'es vers chez nous, si tu fais des montées entre 500 et 1000 de D+, et que t'es à l'entraînement, c'est vrai que quand ça va dépasser les 20%, t'as quand même plutôt intérêt à marcher pendant une sortie longue foncière. Mais tu vois, ça va dépendre de ton profil. Est-ce que tu es un coureur plutôt trail court, plutôt course montagne, plutôt ultra? Je dis ça parce que, par exemple, un coureur qui va faire des courses en montagne, il va être habitué à des efforts entre 1 et 2 heures. Donc ça va être quelqu'un d'assez tonique, d'assez frivole. Là. Et lui, il va falloir qu'il passe les bosses un peu à l'injection, tu vois, en les trottant, forcément. À moins que ce soit monstrueusement raide, mais normalement, même jusqu'à 30%, le coureur de montagne, il faut qu'il la trotte, il faut qu'il la passe rapidement, la bosse. Parce que c'est un petit peu une voiture qui va mettre un petit coup de turbo, tu vois. C'est ça le coureur de course en montagne. Puis il est normalement habitué à avoir un faible volume d'entraînement. Alors je dis pas qu'il se caresse, loin de moi cette idée, mais le coureur de course en montagne, s'il veut être performant, justement, passer à l'injection, relancer, etc., il va falloir qu'il ait quand même des plages de repos dans son entraînement, sinon il aura les fibres complètement cramoisies et il ne pourra plus faire ça. Et donc ce coureur, normalement, est habitué à courir en montée. Alors quoi qu'il se passe, il va généralement s'obstiner à courir. Donc quand il est dans son monde de coureur de course en montagne, c'est très très bien. Mais le jour où il va vouloir faire des distances plus longues, au-delà du marathon, disons un 80 km en trail, là il va falloir commencer à se poser la question de quand marcher, comment marcher, etc. etc. Pareil, est-ce que t'es plutôt petit, mince, tu vois, par exemple une taille idyllique, la mienne, non je plaisante. Mais si tu fais comme moi 1m70 puis que t'es sous les 60 kg, ça va pas être pareil que si tu fais 2 mètres et 90 kg. Forcément, là, tu vois, les montées, tu vas pas les passer de la même façon. C'est pour ça que moi, souvent, j'apprécie quand même en début de course, même quand c'est des courses assez longues, j'apprécie les passer en courant. Et puis, progressivement, après, je me mets quand même à marcher. Et puis, aussi, est-ce que t'es quelqu'un de tout fin comme Rémi Bonnet ou plutôt musculeux et puissant? Tu vois, quelqu'un de tout fin, très élancé, il va pouvoir trotter un petit peu, tu vois, il aura un mouvement assez fluide, un petit peu comme une danseuse de ballet.
il va pouvoir monter de manière relativement agréable, fluide, alors que la personne plus musculeuse, elle, il va falloir qu'elle développe beaucoup plus de puissance, donc ça va être dur, il va plutôt falloir se mettre à marcher. Et enfin, si tu es spécialiste d'ultra, ben, peut-être que tu n'as pas développé beaucoup tes fibres rapides, enfin, tout du moins le fait de courir en bosse. Et du coup, tu auras plus le réflexe de marcher. Alors peut-être que tu es très efficace aussi en marchant, tu vois, c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Et enfin, quel passif sportif tu as? Est-ce que tu es un pur coureur? Donc là, à ce moment-là, en général, tu auras plutôt tendance à courir. Est-ce que tu viens du vélo? Là, c'est vrai que tu vas avoir une implication en bosse qui va être assez forte. Et donc, tu auras tendance aussi à beaucoup courir. Est-ce que tu viens du ski de fond? Donc, en venant du ski de fond, bah là, tu vas avoir un jeu de bras qui va être exceptionnel. Et donc, marcher en bosse avec des bâtons, tu vas être diablement efficace. Tu vois, il y a tous ces petits critères à passer en revue un petit peu pour voir, toi, à quel moment il va falloir que tu marches. Mais bien sûr, ça dépend également de la bosse. Et ouais. Si tu es en train de monter un KV, ou si tu es en train de faire un effort de 5 minutes, ça va pas être du tout pareil. Tu vois, un KV, bon, à moins que tu sois un des meilleurs français, qui soit pas trop raide, que ce soit ton objectif du jour, une séance vraiment dure, rapide, bon là tu vas trotter. Mais sinon, t'es là en rando course, t'es face à un KV, bon bah tu le fais en marchant avec les bâtons. Tu vois, là il n'y a pas à tergiverser. Alors que si tu es sur un effort de 5 minutes, prenons une petite séance d'approche de seuil, 6 fois 5 minutes. Bah là tu vas les faire en courant forcément. À moins que tu fasses ton seuil dans une pente complètement débile qui dépasse les 35-40%, là bah t'auras un peu de mal à courir. Et donc tu vas peut-être marcher à des moments. Mais une bonne séance de seuil en côte, bah, c'est quelque chose qui va osciller entre 20 et 30%. Et puis normalement, il faut être capable de la courir. Plus tu as un petit niveau, plus tu vas te rapprocher du 20%. Et plus tu as un gros niveau, et plus tu vas te rapprocher du 30%. C'est comme ça que tu vas progresser. Par exemple, première année que tu te mets au trail, tu fais une 6 fois 5 minutes de seuil. Et ben il faut les trotter. Donc prends plutôt une pente à 20%. Puis peut-être l'année d'après, tu prendras une pente à 23, 24, tu vois, suivant ta progression. Donc, à quelle vitesse a ton bénéfice à marcher en côte? Ben, déjà, d'une part, tout dépend de la côte. Autre exemple, je fais l'ultra trail du Beaufortin. Il faut le savoir qu'au départ, l'ultra trail du Beaufortin, on part, c'est gentil, tout ça, et boum, il y a une montée de 1300 mètres. 1300 D+ à se farcir, comme ça, d'entrée de jeu. Donc, c'est 1300 mètres, on est au départ d'un ultra trail de 105 km, qui va se dérouler majoritairement à une moyenne de 2000 mètres d'altitude, et ben je te conseille quand même de marcher beaucoup sur ces 1300 mètres d'ascension. Et il y a quelques endroits où c'est un petit peu moins raide, alors là tu peux éventuellement faire un mini trot pour casser la monotonie de la marche. Tu vois, c'est pas parce que on part, c'est le début d'un ultra trail, c'est vachement dur, il y a 1300 mètres à faire, qu'il faut se dire je fais tout en marchant. Bon, c'est probablement une très bonne idée, mais ne pas hésiter à certains moments, quand on voit que la pente est plus clémente, à lancer un petit mini-trot, tu vois. Ça va te permettre de casser la monotonie. Et ça, c'est très important dans l'ultra trail. On pourra y revenir aussi. Autre exemple, je suis au Templier. Je suis en train de courir sur le plateau au départ. Je descends sur Perlot. Et puis après Perlot, qui est le premier point de ravitaillement, je repars. Il y a une bosse de 150 mètres de dénivelé à faire. Bon, c'est faux, elle est un peu plus longue, mais admettons. Bah, cette bosse de 150 mètres de dénivelé, je suis au départ des Templiers, c'est une course avec un profil certes exigeant, mais pas hyper montagneux non plus. Cette bosse de 150 mètres de dénivelé, j'ai quand même plutôt intérêt à la courir. Même si j'aime pas trop courir en bosse, il va falloir se forcer, il va falloir se faire le cul, parce qu'on est sur le début d'une course rapide. Parce qu'en général, quand on va au Templier, c'est quand même plutôt un objectif de fin de saison, donc on est quand même plutôt en forme. Les premières bosses, au début, il va falloir les courir. Après, forcément, quand on arrive à Masbio au pied du CAD, bah là, c'est difficile. Hein. Déjà, si on en court à moitié, c'est pas trop mal. Et c'est pas mon ami Nicolas Martin qui va me dire le contraire. Une année, il y a même amené les bâtons, et écoute, bon, ils s'en étaient pas trop mal sortis, avec une deuxième place derrière la machine Benoît Coury. Donc,
ne jamais vraiment se forcer parce qu'en fait, tu vas. Si, évidemment, en début de course, un petit peu, mais après, en fait, souvent, tu vas arriver face à une bosse. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est allez, j'y vais. Donc, tu l'attaques entre temps. Et puis, si tu vois un inconfort particulier, eh ben, c'est que soit tu es un petit peu plus fatigué que ce que tu pensais, soit elle est un petit peu plus raide que ce que tu pensais, soit ceci, soit cela. Et là, si tu es engagé sur une course, deux options s'offrent à toi. Si tu es engagé sur une course longue, passe en marche. Parce qu'il faut que tu trouves un rythme confortable. La course est encore longue, etc. etc. Si tu es sur une course courte, eh ben, tant pis, essaye de te faire le cul et de la passer en courant. Donc tu vois, il y a un intérêt aussi majeur à connaître le parcours pour la performance. Parce que des fois, bon, certes, on étudie tous un petit peu le profil des courses avant d'y aller. Bon, certains ne le font pas, mais en général, ils font n'importe quoi le jour de la course. Donc, moi, je m'adresse pas trop à ceux qui veulent foirer leur course. Je m'adresse plutôt à ceux qui veulent réfléchir un petit peu en amont. Et donc, l'intérêt de connaître le parcours, c'est peut-être parce que sur le profil, t'as pas vu les 2-3 petits talus qu'il y avait. Et puis, quand t'arrives sur le parcours, ben, à un moment, putain, t'es face à une montée, mais merde, t'as pas vu, tu sais pas trop combien de temps elle dure. Donc quelque chose qui peut être très intéressant aussi en amont, c'est de regarder sur Strava. Donc si t'es pas familier de Strava, sache-le, on peut trouver les parcours des courses. Et très souvent, en fait, les personnes ont défini des segments. Et à ce moment-là, il y a par exemple tous les segments des montées. Ça arrive sur des courses très connues. Donc là, tu peux te balader sur la carte et puis boum, tu tombes sur le segment de la première montée, de la deuxième montée, de la troisième montée. Et ça te permet même de voir le classement sur ces segments. Et peut-être dans ce classement, tu vas trouver quelqu'un que tu connais. Tu vas voir un petit peu son niveau. Tu dis, ah putain, il y a machin, il l'a fait en combien 22 minutes. Ok, bah moi, je suis un petit peu meilleur que lui. En plus, la course, elle me correspond bien. Normalement, cette montée, je vais la faire en 18-20 minutes. Et voilà, comme ça, le jour de la course, tu arrives dans la montée. Tu sais que tu en as pour 18-20 minutes. Donc, tu peux adapter ton effort en conséquence. Et donc, à quelle vitesse a ton bénéfice à marcher en côte? Donc ça dépend, on vient de le voir, de la longueur, du moment où la côte intervient dans la course, si on la connaît ou pas. Parce que si on la connaît, des fois on peut se forcer à monter en courant jusqu'au sommet. Si on la connaît pas, mieux vaut se dire, fais gaffe, elle est peut-être longue, te grille pas dès le début. Et ensuite, il y a aussi un autre problème, c'est en cas de mauvaise météo. Si il pleut pas mal, puis le parcours est boueux, ça glisse de partout, etc., t'arrives pas à t'y retrouver. Et à ce moment-là, fais gaffe, parce que tu peux te dire, ouais, elle est pas très raide, je la connais, d'habitude je passe en courant, allez, je passe en courant. Ouais, ok, ça part d'un bon sentiment, mais aujourd'hui, il y a de la boue, ça glisse, donc à chaque fois que tu poses ton pied pour courir, relancer et mettre un grand coup de force pour t'élancer pour le pas suivant, en fait, tu vas perdre 4 cm en glissant dans la boue à chaque fois. Et donc tu vas gaspiller énormément d'énergie pour courir. Du coup, mieux vaut, tant pis, perdre un peu de temps, poser ton pied et marcher correctement dans cette bosse. Et puis c'est pas grave, tu relanceras sur le plat plus tard ou en descente. Mais voilà, si la météo est mauvaise, ben sache-le, il va falloir adapter un petit peu ta technique de course. Et après, il y a aussi les spécificités des courses propres à elles-mêmes. Tu vois, une course comme les Templiers par exemple, en principe, toutes les montées sont quand même relativement dégagées, et si on est très fort, on peut toutes les trotter. Donc après, plus on s'éloigne du niveau du premier, plus forcément on va marcher pendant la course, mais voilà. Plus on va progresser d'année en année, plus on va pouvoir les trotter jusqu'à arriver à toutes les trotter. Mais maintenant, imaginons que je ne suis plus au Templier, je suis au Grand Raid. Décision débile pour moi l'an passé, puisque je m'y suis pété la rotule, donc ça fait bien chier. Mais voilà, je suis au Grand Raid, et je suis face à une côte qui est longue, mais qui n'est pas très raide. Sur le profil, elle paye pas de mine, tu vois, je la vois sur Strava, pourcentage moyen, 12%, 2 km. Ok, la côte n'est pas dure, je vais la passer en courant. Ok. Le jour de l'épreuve, j'arrive au pied de cette côte, et là, oh, stupeur, quelle n'est pas ma surprise! Cette côte est truffée de cailloux et de racines, je n'arrive pas à courir. Donc au lieu de m'énerver, de me forcer à courir, de mettre mon pied un peu partout, de buter dans toutes les pierres et puis de finalement tomber, je te rassure, c'est pas comme ça que je me suis pété la rotule,
J'étais sur du plat, j'ai bêtement buté sur un caillou, bref. Donc au lieu de me forcer à courir partout sur un terrain très technique, eh ben, comme pour la météo mauvaise, je vais adapter. C'est-à-dire que voilà, j'avais prévu de la monter en courant, parce que je m'étais dit que c'était pas très raide, parce que je m'étais dit que c'était pas très long, ceci, cela. Mais en fait, je ne peux pas poser ma foulée, je ne peux pas courir sans dépenser une tonne d'énergie en proprioception ou sans me niquer complètement les ongles des pieds en tapant par-ci par-là. Donc, tant pis, je m'adapte et je la monte en marchant. Tant pis, j'accélérerai dans une descente plus tard, j'accélérerai sur du plat plus tard, tant pis, mais cette montée, je suis obligé pour me préserver pour plus tard de la faire en marchant car elle est trop technique. Voilà, ça aussi c'est un nouveau point. On peut citer d'autres exemples, hein, parce que le Grand Raid de la Réunion, bah, c'est un terrain très technique, tout comme le Grand Raid 6666 chez Antoine Guillon, là, sur le massif du Carou. Très très beau massif, hein, je t'invite à t'y rendre les 9 et 10 juin. On peut citer également l'échappée belle qui fait Grenoble-Visil par le massif de Beldon. Donc là, c'est monstrueux. Hein. Il y a un moment, il doit y avoir 70 bornes que de cailloux. Que de cailloux. Donc là, ben, des fois, tu verras. Hein, si tu fais l'échappée belle ou si tu l'as déjà fait, tu verras, il arrive de marcher également en descente. Tellement c'est le Beans. Donc là, tu vois, il faut adapter. Hein, il faut adapter tes montées parce que forcément. Et puis, il faut t'adapter aussi. Attends, ça on y reviendra plus tard, remarque. Je vais continuer avec mes exemples parce que j'y pense, hein, j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça. Le Ventoux. Le trail du Ventoux, ben, très souvent la partie sommitale est enneigée. Partie sommitale enneigée, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, comme pour la boue, à chaque fois que tu vas poser le pied, tu vas glisser. Donc à des moments c'est pas très raide, donc forcément il faut courir, mais à des moments c'est quand même assez raide. Et là, ben, plutôt que de poser le pied, de glisser d'un mètre en arrière et de refaire pareil, donc de perdre une énergie folle pour te déplacer finalement, pas si vite que ça, tant pis, tu prends sur toi et tu marches un petit peu, tant pis. Il vaut mieux marcher proprement que courir n'importe comment et dépenser une énergie monstrueuse. Puis pire, imagine, tu cours, tu trottes la bosse, tu glisses, et puis d'un coup tu glisses un peu plus que avant. Tu n'es pas très souple et tu te fais une petite élongation du quadri. Alors sur le coup ça fait un tout petit peu mal et puis bon tu repars, mais après tu fais une descente derrière et puis l'élongation, bah là elle lâche complètement, c'est la déchirure, t'abandonnes, bla 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 bla. Ah, il reste un petit résidu de virus mine de rien. Donc cette neige, tu vois au Ventoux, c'est à mettre au même titre que, je sais pas, un trail très boueux ou autre. Et ça, c'est à prendre en compte dans l'état du terrain. Et enfin, il y a aussi autre chose. Bah, la montée peut être longue, raide, boueuse, technique. Il y a aussi autre chose. J'en reviens à l'échappée belle. À un moment, tu vas pointer en haut de la croix de Beldon. Et pour faire ça, tu fais un aller-retour depuis un col qui est à 2006 pour monter à la croix de Beldon qui est à 2009 et quelques. Et là, un facteur entre en jeu, l'altitude. Donc peut-être que la montée n'est pas très raide. En vrai, c'est un faux plat montant au début, très raide au milieu, et c'est pas très raide pour faire les 100 derniers mètres de dénivelé pour aller à la croix de Beldon. Mais qu'est-ce qui se passe? Outre le fait que souvent il y a des névés, eh bien il se passe que tu es haut en altitude, et du coup c'est difficile, on a l'impression que quelqu'un t'appuie sur la tête. Et ouais, moi par exemple j'avais fait en 2015 l'Ice Trail Tarentaise. Bon maintenant ça s'appelle l'Ice Trail Vanoise, bon, ça a changé d'organisation, bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est qu'en faisant l'Ice Trail Vanoise, eh bien à un moment on passe en haut du glacier de la Grande Motte, il est à 3006. Et bien franchement quand j'ai attaqué à monter ce glacier, donc tu pars de Tignes, Val-Claret à 2004, bon plutôt 2002-2003, et tu montes jusqu'à 3006. Alors au début tu montes, donc tu enchaînes, mini-tro, marche, voilà, bon, tu gères le truc, ça va assez bien. Et puis, alors là c'est propre à chacun, mais moi c'est quand j'ai passé les 2008. Putain là, terminé, il n'y avait plus de mini-tro. Même s'il y a des moments, il y a des petits faux plats et tout pour se remettre, terminé. J'ai tout fait en marchant, et plus je me rapprochais du sommet qui était à 3006, et plus je marchais doucement. Alors je crois qu'à la fin j'ai fini avec une moyenne
à 16 minutes au kilo. Ça fait rigoler, hein, parce que souvent, quand on marche bien, que la montée est propre, etc., on peut être à 8 minutes au kilo. Et là, j'étais à 16 minutes. Bon, déjà parce qu'il y avait de la neige, mais aussi parce que, à cause de l'altitude, c'est l'altitude qui vraiment me pesait dessus. Tu vois, en fait, l'altitude, t'avais l'impression de rajouter de la fatigue. C'est comme si j'avais fait... donc là, la montée, elle était au bout de 20 bornes. C'est comme si je l'abordais au bout de 100 km peut-être, tu vois. J'arrivais dans cette montée complètement fatigué. Et c'est pour ça aussi qu'en ultra trail, c'est intéressant, non pas de partir vite au début, mais comme je le disais tout à l'heure, de partir en montant quand même quelques bosses en courant, tu vois. C'est pas parce que la course est longue qu'il faut nécessairement la commencer très doucement, parce que, en fait, de toute manière, tu seras fatigué à la fin. Donc, autant gagner un tout petit peu de temps en se forçant à courir un peu au début. Donc, pas en se forçant comme un malade, mais en se forçant un petit peu. Tu vois, au moment où tu te dis, oh, je vais marcher, allez, en fait, tu te dis, ouais, finalement, je vais courir encore 5 minutes, parce que je suis au début de course, je peux me le permettre. Et puis, je marcherai plus tard. Et si tu as fait des sorties marche pure, tu vois, pas des randos courses, hein, vraiment, je sais pas, t'es avec ta copine, ta femme, tes enfants, enfin, ce que tu veux, ton chien, ce que tu veux, et tu fais une marche de 6 heures. Pendant 6 heures, de manière continue, tu vas marcher sur un terrain accidenté. Donc, la marche, c'est quand même l'effort le plus débile au monde, le truc le plus simple que tout le monde peut faire. Voilà, tu sors dehors, tu marches une demi-heure, ça, globalement, t'as rien senti, quoi. Et en fait, tu vas voir qu'au bout de ces 6 heures de marche, donc techniquement d'un effort proche du néant, tu vas voir qu'au bout de ces 6 heures de marche, tu auras pas vraiment une fatigue, mais articulairement, ça va pas bien rouler, tu vois, si je puis dire. Ça va pas... tu vois, tu sens, ça va coincer un peu, ça va pas grincer, tu vois, tes articulations vont pas grincer, mais tu sens que tu n'es plus fluide, tu es un petit peu rouillé, tu es un petit peu fatigué. Et en fait, c'est le fait d'avoir été en mouvement pendant 6 heures qui t'a quand même un petit peu fatigué. Même si tu n'as absolument pas tapé dans ton cardio, même si à aucun moment tu avais l'impression de faire un effort physique, ces 6 heures de marche, le fait d'avoir été en mouvement pendant 6 heures, et en fait c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec tous nos emplois de bureau, tous ces métiers où on fait plus rien de la journée de manière physique, le fait d'avoir été en mouvement pendant 6 heures a fatigué ton corps et les articulations. Donc, qu'est-ce que je veux dire par cette remarque ? C'est que lors d'un ultra-trail, d'un effort de longue distance, de toute manière, au bout d'un moment, tu seras fatigué, non pas par l'effort, mais par le fait d'avoir été anormalement longtemps en mouvement dans la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, même si tu commences doucement ton ultra, ton truc et tout, de toute manière, à la fin, articulairement, ça va commencer à coincer. Donc, autant mettre un petit peu d'intensité dès le début. Tu vois, c'est ça, c'est vers ça que je voulais aller. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien me forcer un petit peu à courir en début de course, parce que après, je sais que de toute manière, je n'en serai plus capable, parce que ça va me tirer au niveau de la hanche, parce que ça va me tirer au niveau de ceci, de cela. Je vais avoir des raideurs liées à l'activité, le mouvement journalier. Je vais avoir des raideurs liées à mon mouvement journalier. Donc tant que je n'ai pas de raideurs, autant en profiter pour décrasser un peu la foulée. Allonger un peu le pas. Alors voilà, à quelle vitesse à ton bénéfice a marché en côte ? Écoute, je pense que j'ai fait un bon tour de la question. C'est propre à chacun, hein, comme tu le vois, enfin comme tu l'entends, hein, si tu as écouté depuis le début. C'est propre à chacun, et puis ça peut être intéressant de commenter en me donnant ton expérience un petit peu, parce que y en a qui sont un peu plus marcheurs, il y en a qui sont un peu plus coureurs, et puis ça dépend en fait de votre passé, ça dépend si vous habitez plutôt sur Paris ou plutôt dans les Pyrénées, ça dépend, plein de choses en fait. Donc vous êtes coureur, vous êtes marcheur, voilà, vous avez chacun vos qualités, vos défauts, à vous de le savoir, à vous de le cerner, à vous de travailler les points faibles pour légèrement les gommer, mais sachez-le, ce qu'il faut bosser en priorité, c'est quand même les points forts. Parce que un point fort restera toujours un point fort de toute manière. Et c'est vraiment là-dessus que vous allez gagner du temps. C'est vraiment là-dessus. Donc,
à bien identifier les points forts, les points faibles. Voilà, est-ce que je suis plutôt coureur, est-ce que je suis plutôt marcheur, si oui, dans quel contexte. Aujourd'hui j'ai telle séance, est-ce que je vais plutôt la marcher, est-ce que je vais plutôt la trotter. Ben voilà, c'est tout un tas de questions qu'il faut que vous vous posiez régulièrement, quotidiennement. Encore une fois, on fait un sport passionnant et multifactoriel, et c'est pour ça qu'on peut pas appliquer bêtement des principes. De toute manière, en règle générale dans la vie, quand on applique bêtement les principes, eh ben qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est un homme épanoui, enfin, ou une femme, hein, les femmes ont le droit d'écouter ce podcast et de commenter, hein. On est en 2018. L'an passé, elles auraient pas eu le droit, mais apparemment cette année, c'est bon, je plaisante. Donc en général, quand on est quelqu'un qui se pose pas de questions et qui applique à la lettre des principes, on est en fait un mouton et on ne s'élève pas. Alors que quand on pioche des informations un petit peu partout et qu'on essaie de s'auto-former et que ceci, cela, bien sûr, il y a des conseils qui sont valables tout le temps, hein. Pas tout remettre en question tout le temps. Mais en tout cas, c'est quand on essaye de s'intéresser le plus possible, de se poser le plus de questions par rapport à sa pratique, c'est à ce moment-là qu'on trouve des petits trucs, des petites astuces pour avancer au quotidien. Voilà, écoute, fais-moi un petit point. Plutôt marcheur, plutôt coureur. Si oui, pourquoi? Est-ce que tu penses que ça va... Est-ce que tu penses que tu vas rester plutôt marcheur? Est-ce que tu penses que tu vas rester plutôt coureur? Est-ce que tu veux passer au long et donc plutôt devenir marcheur? Voilà. Dis-moi un petit peu, et je conclurai ça en disant que c'est pas parce qu'on marche en bosse que l'effort est facile. Et ça, tous ceux qui sont venus faire un petit peu des randos courses avec moi l'an passé ont pu apprécier à juste titre le fait de marcher. Bah ouais, parce que au bout de 50 km, quand je commence à marcher en bosse de manière assez tonique, l'effort est difficile. Et ouais, c'est pas parce qu'on marche qu'on est systématiquement en train de glander. Ça, c'est aussi un cliché qu'il faut combattre. En général, rien ne vaut un petit peu de vécu pour s'en rendre compte. Allez, moi, écoute, je vais te laisser là, comme d'hab. Si ça t'a plu, tu l'auto-promeus toi-même, petit partage, petit j'aime, petit abonnement, tu fais un petit peu ce que tu veux. Et puis nous, la semaine prochaine, on va se retrouver pour la question numéro 13. Quel est l'intérêt de l'électrostimulation? Alors, là aussi, on va bousculer pas mal de clichés, hein. Ah, tu t'en doutes, ça va ressembler un petit peu au podcast numéro 8 avec le masque d'altitude, hein. On va balayer un peu un accessoire, hein, forcément. Pas de secret, pas de magie. Allez, à la semaine prochaine.